Et c'est aussi ce qui se passe en France quand on considère que pour chaque euro qui est créé par l'entrepreneuriat français, par l'industrie française, 60 centimes sont contrôlés par l'État. Donc, par la classe politique, par les fonctionnaires, surtout les hauts fonctionnaires. L'État maintenant est beaucoup plus insidieux parce qu'il ne se présente pas chez nous avec une épée pour nous voler. Il nous vole par l'impôt, il nous vole par l'inflation, il nous vole par la dégringolade des marchés, etc. J'ai lu récemment dans Le Monde que Javier Milei était d'extrême droite et néolibéral. Alors, je ne sais toujours pas ce que veut dire néolibéral. Je crois que ça veut dire ce que je n'aime pas. Bonjour à toute la communauté, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo avec Nikolai Wenzel. Est-ce que je le prononce bien? Je le prononce généralement en américaine, Wenzel, avec Wenzel. le W un peu plus suave. Wagner, Wenzel, Oui. nous on le prononce à la française. Vous l'allemande, oui. Qui, en principe, devrait être mon futur professeur. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai toujours rêvé de faire une thèse. Et mon choix s'est porté sur la Universidad de las Hespérides. Donc, tu es professeur, entre autres, dans cette université. Je vais te laisser te présenter. Mais en même temps, ça me permet aussi de dire que voilà, je vais, du coup, en principe, faire dans le futur une thèse, quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire en économie. Et puis, on arrête de parler de moi, on va parler de toi. Et puis, surtout, de tout ce qui se passe en ce moment. On a pu déjeuner ensemble, donc on a parlé de Trump, on a parlé de Milei, on a parlé de ce qui se passe actuellement, notamment avec les tarifs douaniers, la fabuleuse idée de Trump, notamment de lutter contre les déficits commerciaux. Et évidemment, il faut préciser qu'on est dans la même école, entre guillemets, d'économie, école autrichienne, qu'on pourra aussi évoquer. Et je te laisse te présenter. D'accord, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici. Pour la thèse, on va voir comment se passe l'interview déjà. Non, au contraire, ça sera un grand plaisir. Je suis en effet professeur des universités à la nouvelle Universidad de las Hespérides aux Canaries en Espagne. C'est une université qui a maintenant 2 ans. Je suis directeur aussi du master en économie en langue anglaise. Nous avons un master en langue anglaise et un autre en langue espagnole. Je donne des cours dans les deux. Et donc, je commence par présenter mes excuses déjà parce que j'ai passé 35 ans aux États-Unis. Je donne des cours en espagnol et de temps en temps, un anglicisme ou un petit mot en espagnol, une expression espagnole se glisse dans mon français et je vous prie de je serai là pour aider. Je précise, tu parles anglais parfaitement, espagnol parfaitement avec un accent mexicain parce que tu as été au Mexique et un français parfaitement aussi. Avec un petit léger accent parisien, paraît-il. Peut-être. Mais on va se débrouiller. Donc oui, je suis économiste et nous avons aujourd'hui une conférence en Sorbonne d'un ancien collègue, enfin je n'ai jamais travaillé officiellement avec lui, le docteur Arthur Carden de l'université de Samford aux États-Unis qui va présenter, donner une conférence sur son nouveau livre, la traduction française, cet après-midi en Sorbonne. Donc nous avons l'occasion d'être à Paris pour pouvoir parler d'économie. Et je suis en effet formé à bonne école, c'est-à-dire l'école autrichienne de Hayek, de Mises, de Menger, etc. Mais comme j'ai été formé en économie, j'ai fait mon master et mon doctorat à George Mason University près de Washington, aussi pas mal de public choice, donc l'analyse économique de la politique, la théorie des choix publics, mais je comprends qu'en bon français, on dit souvent la public choice. Effectivement, ouais. Et donc, tu n'es pas tombé dans les travers du keynésianisme comme la plupart des professeurs d'économie, en tout cas français. Pas du tout. Et forcément, ton analyse, à mon sens, est aussi pertinente dans la mesure où ça va être un petit peu, ça va sortir du statu quo, entre guillemets, qui consiste constamment, et surtout en France, et tu le sais bien, à répéter constamment la même chose, surtout dans les médias traditionnels, où l'analyse va être assez similaire. Heureusement, Nathalie, notamment Johnson, a un point de vue qui va être différent. Mais à mon sens, c'est quand même une opinion qui reste minoritaire. Oui, le keynésianisme, on peut dire, ça n'a pas marché, donc recommençons la même chose en dépensant plus. Ouais, un petit peu comme le communisme. Oui, sauf qu'il y a moins de morts avec le keynésianisme. Ouais, c'est sûr. Hein. Oui. Pour démarrer, pour la présentation, tout est bon, tu as pu dire tout ce que tu voulais sur ta présentation. Je pense, oui. Les idées sont plus intéressantes que moi, donc c'est pas un problème. Pour démarrer, moi, ce que je voulais voir avec toi, aujourd'hui, on a pas mal de conflits internationaux. Donc, l'Ukraine, Israël, mais pas que, parce que les conflits commerciaux
peuvent oui. aussi devenir des conflits armés. D'ailleurs, je crois que c'était Bastia qui disait si les marchandises ne peuvent pas traverser les frontières, c'est les soldats qui le feront. Ah oui, mais d'ailleurs, je vais parler de Bastia en parlant de conflit. La question est pour toi, parce que forcément, le fait qu'il y ait des conflits, mais pas que, quand il y a de l'inflation, quand il y a le Covid, etc., ça légitimise, on va dire, la présence de l'État et l'intervention de l'État, en tout cas pour certains, parce que ça dit, ça montre bien qu'on a besoin de l'intervention de l'État pour nous protéger. Oui. Et la question est, selon toi, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est indispensable cette intervention? Et comment on pourrait envisager une société sans cet interventionnisme qui est constant? Alors, l'État, bien souvent, trop souvent, c'est le pyromane qui appelle les pompiers et qui reçoit une médaille la semaine prochaine parce qu'il a appelé les pompiers avant tous les autres. Et personne ne se rend compte que c'est l'État lui-même qui a mis le feu. Alors, il y a beaucoup de manières de voir ça. On le voit dans la théorie des cycles économiques, avec l'État qui joue avec la monnaie, qui joue avec les taux d'intérêt, qui crée des bulles, notamment la bulle immobilière aux États-Unis, qui ensuite essaie avec ce fameux soft landing, on appelle ça en anglais, pour essayer de calmer l'économie après cette effervescence et qui crée une récession. Et pour combattre la récession, l'État baisse les taux d'intérêt pour créer la prochaine bulle. Donc c'est très compliqué. Mais je ne veux pas m'attarder trop là-dessus. Je veux plutôt parler du conflit. Et je ne suis plus spécialiste. Je l'ai été un petit peu pendant un temps sur les relations internationales, la géopolitique. J'ai été diplomate américain parce que j'ai la double nationalité. J'ai été diplomate américain au Mexique dans les années 90, donc j'étais plus impliqué dans ces affaires-là. Mais je suis maintenant économiste. Mais on peut en revenir à Frédéric Bastiat, dont tu as parlé tout à l'heure. Frédéric Bastiat, un grand économiste, grand journaliste, grand juriste français, né en 1801 à Bayonne et mort en 1850 à Rome. Et il est malheureusement oublié. Parce que c'est lui qui nous a donné des théories économiques, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, avec les conséquences qu'on ne voit pas des dépenses de l'État, et on pourra en reparler. C'est aussi lui qui nous a donné une superbe théorie du libre-échange, en expliquant pourquoi le libre-échange est bon pour tout le monde, pour tous ceux qui participent. Mais dans ce cas, je voudrais parler des harmonies de Frédéric Bastiat. Il a un livre qui s'appelle « Les harmonies économiques ». Et ce livre est pertinent dans cette situation parce qu'il nous explique que les marchés créent des harmonies. Les marchés créent des intérêts communs. On vend, on achète, ce que Montesquieu appelait le doux commerce. Et c'est par le commerce qu'on rencontre des gens. Au lieu de se taper dessus, on échange, on se spécialise, nous avons l'innovation, l'entrepreneuriat, etc. L'État, au contraire, parce que l'État, qu'est-ce que c'est? L'État, c'est la force. Je ne suis pas anarcho-capitaliste, je pense qu'une certaine quantité d'État est nécessaire pour la force, pour empêcher la violence, pour empêcher les crimes, les meurtres, etc. Mais le problème, c'est que quand l'État se met dans l'économie, l'État crée des conflits au lieu de créer des harmonies. C'est toujours le patronat contre les travailleurs. C'est toujours l'environnement contre l'industrie. C'est toujours les riches contre les pauvres. Les nationaux, les immigrés. Les nationaux, les immigrés. Voilà. Alors, au lieu d'essayer de créer de la richesse pour que les pauvres ne soient plus pauvres, c'est ce que fait le marché, l'État, au contraire, redistribue et crée des conflits entre les deux. Et le problème que nous avons, c'est que l'État a tendance à répondre au problème en créant des intérêts spéciaux, en redistribuant. Et c'est exactement ce que Trump est en train de faire avec ses tarifs douaniers. C'est exactement ce que Javier Milei est en train de combattre. Parce que le péronisme, pendant presque 90 ans en Argentine, a créé des conflits. Parfait, il y a un conflit, l'État peut gérer le conflit et redistribuer. Et c'est aussi ce qui se passe en France, quand on considère que pour chaque euro qui est créé par l'entrepreneuriat français, par l'industrie française, par le travail des Français, 60 centimes sont contrôlés par l'État. Donc par la classe politique, par les fonctionnaires, surtout les hauts fonctionnaires, et donc seulement 40 centimes d'euros en moyenne, contrôlés par les ménages français, les entrepreneurs français, les individus, les consommateurs français. Et du coup, par rapport à ce que le diagnostic que tu dresses, que je partage totalement, pour autant, on nous dit oui, mais c'est quand même indispensable parce qu'on a tous les services publics, c'est gratuit, et sans ça, on n'aurait pas les avantages qu'on a en France, quoi. Donc, je répète encore une fois que j'estime
que l'État est nécessaire pour certaines choses, pour la police, pour la justice, pour l'armée. Après, ça devient plus compliqué parce que les services publics gratuits en France ne sont pas gratuits. Quelqu'un paie, bien entendu. Ils sont payés. Les fonctionnaires ne travaillent pas gratuitement, les médecins ne travaillent pas gratuitement, les caisses de retraite ne se remplissent pas comme ça magiquement à chaque fois qu'il pleut, ils poussent des euros. Non, tout ça, c'est de la redistribution. C'est l'État qui redistribue les ressources. Alors, ces services publics, on en revient à Frédéric Bastiat, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Alors, ce qu'on voit, c'est tous les services publics qui existent en France. C'est magnifique, tout est gratuit. Ce qu'on ne voit pas, ce sont les impôts qui financent ça. Alors, c'est un choix politique peut-être, mais c'est parce qu'il y a le plus efficace et ça crée aussi des tensions entre les divers groupes. On le voit maintenant, par exemple, avec les retraites. Si on a une retraite à répartition plutôt qu'une retraite à capitalisation, nous avons créé un conflit entre les travailleurs et les retraités. Alors que s'il existe une retraite à capitalisation, chacun peut capitaliser et je reviendrai pour parler de ce qu'on fait pour aider les pauvres, pour aider les plus démunis, etc. Le marché a des solutions beaucoup plus efficaces que l'État. Oui, donc finalement, ça serait répartition, c'est l'intervention de l'État qui l'impose, alors que de manière naturelle, on va dire, entre guillemets, on tendrait plus on tendrait en tout ou partie vers le système par capitalisation, finalement. Oui, et le système par capitalisation crée des harmonies. Parce que qu'est-ce que je fais quand j'ai 100 euros que j'investis moi-même? Je l'investis dans une compagnie française, allemande, américaine. Je peux le faire directement si je veux, je peux le faire par un fonds d'investissement. Voilà 100 euros qui vont créer de la recherche, qui vont créer des emplois, qui vont créer des salaires plus élevés, qui vont créer de l'innovation pour qu'il y ait plus de richesse en général. Et ensuite, j'ai mon compte, et voilà. Alors que la répartition, il n'y a pas cette création de richesse. Au contraire, il y a une création de groupes avec des intérêts différents qui peuvent ensuite appeler leurs copains députés, qui peuvent ensuite chercher à mettre pression sur l'État, descendre dans la rue, etc. Ouais. Et donc, par rapport à... C'est intéressant ce que tu dis, par rapport effectivement à ces conflits qui peuvent se créer, et par l'intervention notamment de l'État. Et je pense qu'aujourd'hui, on le voit, c'est d'actualité, avec Trump notamment, et ce qui se passe au niveau international, parce qu'on parle de conflits armés, je répète, Ukraine, Israël, etc. Mais ce qu'on oublie bien souvent, c'est qu'une guerre commerciale, on l'appelle aussi guerre, et c'est un conflit parmi tant d'autres, parce que c'est un conflit du coup qui est certes commercial, mais qui peut avoir des conséquences extrêmement néfastes. Évidemment pas en termes de vie humaine, quoique, ça peut dégénérer. On se rappelle comme quoi, notamment l'Allemagne, le fait de se fermer économiquement faisait qu'elle avait ce besoin d'expansionnisme, on va dire. L'URSS, pareil. On voit notamment avec l'Ukraine, la grande famine en Ukraine, etc. Mais je ne vais pas refaire l'histoire. Mais en tout cas, pour le moment, on est dans un conflit purement, en tout cas avec les États-Unis, commercial. Comment toi tu l'analyses, et surtout comment tu analyses la rhétorique de Trump qui consiste à dire mais oui, mais les États-Unis, ça fait des années que le pays est en déficit commercial, et donc les pays qui exportent plus que ce qu'ils importent sont en train de voler les Américains. Et surtout de ton point de vue, toi, américain, franco-américain, comment tu peux l'analyser? Alors, j'ai commencé par dire que j'ai un important déficit commercial avec le Franprix du coin, avec mon caviste, avec mon médecin, avec mon dentiste qui refuse d'acheter mes marchandises parce que je ne vends rien qui les intéresse. Et pourtant, je suis bien trop heureux de les payer pour les services, les biens et les services qu'ils me rendent. Alors, commençons par ça. Les États-Unis sont le pays le plus riche du monde. Donc, ça veut dire que... Tu vas faire des ennemis avec ceux qui sont pro-chinois. Oui, mais c'est quand même la première économie du monde. Et puis surtout, si on prend non seulement le PIB, mais le PIB par personne, par capita, c'est beau, c'est un pays beaucoup plus riche qui a ses problèmes. Je ne veux pas dire qu'il existe encore beaucoup trop de pauvreté aux États-Unis, on pourra en reparler. Mais si les États-Unis sont plus riches, ça veut dire deux choses. Premièrement, c'est que les Américains, les consommateurs américains, ont plus d'argent à dépenser. Et donc, ils vont acheter non seulement à l'intérieur des frontières américaines, mais à travers le monde. Essayer d'acheter du vin français, du vin australien, des Airbus européens, etc., etc. Ça veut dire une deuxième chose, c'est que l'économie américaine est quand même la plus vibrante et la plus forte des États-Unis, que les investisseurs étrangers veulent investir aux États-Unis. Et donc, ça va faire venir des capitaux étrangers
sans entrer dans les détails qui sont un peu techniques, ce déficit budgétaire est le revers de la médaille d'un surplus d'investissement aux États-Unis, parce que tous les pays du monde veulent investir aux États-Unis. C'est quand même le marché le plus vibrant et le plus rentable. Bon, de temps en temps, il existe un accident quelque part, un pays qui a une croissance énorme pendant quelque temps, mais au point de vue stabilité, protection des investissements, état de droit, c'est les États-Unis. Et je pense que c'est une chose que M. Trump n'a pas compris. Viscéralement, il n'aime pas l'échange. Oui. Et si je peux emprunter une analogie à un collègue que j'ai vu à un congrès récemment, Trump, d'ailleurs, ce n'est pas un homme d'État à la base. Ce n'est pas un économiste à la base. C'est un agent immobilier, en gros, de New York, la ville de New York, qui a certaines caractéristiques, une culture un peu plus dure, une culture un peu plus macho, etc. Et on peut considérer que pour Trump, il a un hôtel. Disons, il achète un bâtiment, il fait construire un hôtel, et dans cet hôtel, il y a un restaurant. Si j'ouvre un restaurant en face de chez lui, pour lui, je suis en train de voler ses clients. Et donc, il va soit me rendre la vie impossible en passant par la régulation de l'État ou de la ville de New York, soit il va essayer d'acheter mon restaurant pour que tout le monde soit obligé de manger chez lui. Il voit la vie comme étant un jeu à somme nulle. Alors que ce qu'il ne voit pas, c'est que si les clients de l'hôtel ont d'autres options que de manger dans son restaurant, ils peuvent manger dans d'autres restaurants, ils peuvent économiser, ils auront donc plus d'argent pour passer plus de nuits dans son hôtel. Et le commerce international, c'est ça. On pourra y revenir, mais les droits de douane qu'impose M. Trump sont néfastes pour l'économie américaine. Pourquoi ? Parce que les Américains, en la présence du commerce international, peuvent acheter des biens et des services étrangers de meilleure qualité et moins chers, parce que les États-Unis ne peuvent pas tout produire. C'est la base, la théorie même de l'économie. Et même Ricardo avec l'avantage compétitif. T'es Ricardo, effectivement. Et moi, excuse-moi, je te coupe. Moi, je vais rester poli, mais vraiment ce qui me, rend fou, c'est que toutes ces idées-là, toutes ces explications qui sont a priori simples, mais pas simplistes, ont été théorisées par des économistes comme Ricardo, Adam Smith, il y a à peu près 2 siècles. Et on est constamment en train de répéter les mêmes erreurs et les mêmes absurdités sans apprendre des personnes qui ont eu un raisonnement sensé et qui, pourtant, l'expérience démontre que ces personnes avaient et elles ont raison. Je trouve ça incroyable. C'est incroyable, ça veut dire que c'est bien pour nous autres économistes parce que nous ne sommes jamais au chômage. Mais c'est triste, effectivement, quand Trump parle d'enrichir les États-Unis par les tarifs douaniers. Un tarif douanier, qu'est-ce que c'est ? C'est un impôt. Bien sûr. C'est un impôt payé par le consommateur américain, directement ou indirectement, parce qu'il va être obligé de payer plus cher les biens et les services étrangers. Et alors, ou américain, puisque le but est de consommer américain. Ou américain dans ce cas-là. Donc c'est comme si on augmentait les taxes aussi de ces personnes. Quoi. Parce que dans ce cas-là, l'industrie américaine, alors les industries protégées, pourquoi sont-elles protégées ? C'est parce qu'elles ne sont pas aussi efficaces. Ouais. Elles vont donc devoir vendre plus cher leurs produits. Sinon, quel serait l'intérêt de les protéger ? Sinon, quel serait l'intérêt de les acheter à l'étranger ? Et donc, le consommateur moyen américain aura moins de sommes disponibles, moins d'argent disponible pour acheter non seulement à l'étranger, mais aux autres industries américaines. Donc, une perte de pouvoir d'achat. Exactement. Et ce qui me semble paradoxal, c'est qu'à la base, Trump s'est fait aussi élire en disant on va baisser l'impôt sur le revenu, on va diminuer les dépenses publiques, ce qui est bien, attention, que je défends totalement. Mais le problème, c'est qu'à côté, on nous dit donc je baisse l'impôt sur le revenu, top, j'applaudis, je suis pour. Mais derrière, ces pertes de revenus, certes, on va baisser les dépenses publiques, quoique le Doge aujourd'hui se remet quand même en question. Voilà. Quand on voit les dépenses, le niveau de dépenses, finalement, il est sensiblement le même. Et on va financer les dépenses avec les revenus des tarifs douaniers. Donc, qui consiste à dire l'impôt sur le revenu aux États-Unis, je crois que c'est 50% à peu près des recettes de l'État. Et les tarifs douaniers, c'est peut-être 8%, même pas. Maximum, ouais. Donc, comment on va remplacer 50% de recettes si on les baisse, l'impôt sur le revenu, avec 8% de tarifs douaniers ? C'est vraiment une guerre commerciale incroyable et on va défoncer le commerce mondial. Quoi, Et aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit, les marchés sont en train de prendre peur. Il revient sur ses décisions. Et ça, d'ailleurs, pour toi, comment c'est géré ?
Alors, c'est difficile pour diverses raisons. La première raison, c'est que pour le marché, pour que le marché fonctionne, pour qu'il y ait de la croissance économique, il faut qu'il y ait assez de confiance en l'avenir, assez de certitude, assez d'état de droit. On ne va pas investir si on pense que l'investissement va être volé, soit au Moyen-Âge par des maraudeurs, par une armée ennemie, etc., soit maintenant par l'État. Alors, l'État maintenant est beaucoup plus insidieux parce qu'il ne se présente pas chez nous avec une épée pour nous voler. Il nous vole par l'impôt, il nous vole par l'inflation, il nous vole par la dégringolade des marchés, etc. Et donc, on voit déjà que les marchés ont réagi parce que les marchés ne savent pas ce qui va sortir de la Maison-Blanche. Si je suis entrepreneur et que Trump impose un tarif de douane, je suis un entrepreneur américain et je commence à réorganiser mes chaînes d'alimentation, est-ce que je commence à réorganiser mon industrie pour avoir plus de production dans d'autres pays qui ne sont pas affectés autant que d'autres par les tarifs douaniers, ou est-ce que j'attends patiemment en me disant que c'est du bluff et que d'ici une trentaine de jours, Trump va changer d'avis. Je parlais récemment à un importateur de vin français et espagnol aux États-Unis. Et il a dit que sa réaction à lui, par exemple, serait non seulement d'augmenter les prix des vins européens parce qu'ils sont taxés, mais pour ne pas compliquer sa vie ni la vie des consommateurs, il va augmenter les prix de tous ces vins. Donc, les consommateurs américains vont souffrir, mais les producteurs américains aussi vont souffrir. Mais c'est encore une fois une question de confiance. Est-ce qu'on peut investir? Est-ce que ça vaut le coup d'investir? Parce que changer les usines, déplacer les usines d'un pays à l'autre, ça prend des années et c'est très cher. Alors, l'industrie attend. Puis c'est surtout qu'à terme, si les règles, les tarifs douaniers venaient à s'appliquer réellement, concrètement et sur le long terme, là, on a vu que les taux diffèrent en fonction des pays. Et je crois qu'il a fait un calcul de base en fonction du déficit vis-à-vis de tel pays, on va appliquer tel ou tel tarif pour pouvoir compenser et se retrouver à un niveau d'égalité. Si les producteurs ont la possibilité et suffisamment de temps et d'argent pour délocaliser, donc finalement, ça va se compenser sur d'autres pays. Donc, il va augmenter les tarifs au même niveau, au fur et à mesure, ça va se compenser. Et donc, c'est quoi finalement? C'est 100% à tous les pays, quoi. C'est possible, mais on ne sait pas si c'est du bluff, est-ce que c'est sérieux? Mais ça ouvre aussi beaucoup de possibilités de gains par la politique plutôt que d'un gain par l'économie. Qu'est-ce que j'entends par ça? Par l'économie, si je veux m'enrichir, il faut que je serve le consommateur en lui donnant un meilleur produit, à meilleur marché, moins cher. Totalement. En politique, c'est pas parfait parce qu'on en revient à Bastia. On le voit déjà aux États-Unis, certaines compagnies essaient d'influencer l'État pour avoir des exceptions, pour qu'eux ne paient pas de tarifs douaniers. Et ensuite, on a vu des procès, des plaintes, etc. parce que certains entrepreneurs américains veulent que leurs concurrents paient des tarifs douaniers. Donc, dans ce cas-là, non seulement nous avons moins de confiance, mais nous avons encore plus d'intervention de l'État. Et j'imagine qu'il va y avoir aussi un lobby au niveau international, différents pays qui vont essayer de jouer le jeu avec le président Trump, certains avec leurs propres tarifs douaniers. Pourquoi pas? Parce que quand c'est le jeu... Alors, Bastia avait des... Je dis pourquoi pas de manière ironique, parce que si les États-Unis veulent imposer des tarifs douaniers aux autres pays pour faire souffrir les autres pays, c'est pas très intelligent de la part des autres pays de mettre leurs propres tarifs douaniers pour imposer encore plus d'impôts à leurs citoyens. Mais j'imagine qu'il va y avoir un grand jeu international et que différents pays vont essayer de donc dépenser des ressources au lieu de créer des richesses, au lieu d'investir dans leur avenir, de créer de la richesse pour qu'il existe moins de pauvreté, plus d'innovation, vont essayer de s'engager dans un lobby vis-à-vis des États-Unis pour avoir des exceptions. Et c'est peut-être effectivement ce que Trump veut, créer des vassaux un peu partout. J'ai encore vraiment pas compris ce qu'il cherchait à faire parce que ce n'est pas logique. Donc finalement, on se retrouve dans un système un peu de copinage où c'est celui qui sera le plus proche de lui qui va pouvoir en profiter. Alors pourtant, j'entends de plus en plus, j'y crois pas du tout, mais on en discutait aussi, beaucoup de personnes dire que en fait, c'est une stratégie bien pensée par Donald Trump qui consisterait à dire qu'en fait, il le fait pour faire tomber l'économie en récession, parce que si l'économie tombe en récession, on le sait que Trump avait critiqué Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale, en lui disant, je crois qu'il lui avait dit, ce mec est fou parce qu'il veut pas baisser les taux d'intérêt, il veut un dollar moins fort parce que ça lui permettrait d'exporter, donc ça serait dans cette ligne un petit peu de, il faut exporter plus qu'importer.
Et certains disent que sa volonté, c'est de faire tomber l'économie en récession, parce que si on fait tomber l'économie en récession, ça ferait tomber l'inflation, quoique on se rappelle des années 70-80, on était en stagflation, et que du coup, ça permettrait de faire en sorte que la Réserve fédérale baisse les taux d'intérêt. Donc si les taux d'intérêt baissent, de refinancer cette dette qui dépasse les 30 000 milliards de dollars, donc 30 trillions de dollars, et ainsi pouvoir assainir un petit peu, entre guillemets, les comptes et permettre à ce que l'économie américaine soit un petit peu moins fragile par rapport à ce refinancement continuel puisqu'on fait rouler la dette. Pour toi, ça ne tient pas la route? Je n'y crois pas. Et ce, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que nous avons vu une augmentation de la dette sous Trump 1, comme on dit aux États-Unis, entre 2016 et 2020, en partie à cause du Covid, mais pas entièrement, parce qu'il a coupé les impôts. C'est très bien, mais il n'a pas coupé les dépenses. Et deuxièmement, entre Trump et Biden, nous avons vu une augmentation de 4 000 milliards de dollars de dépenses publiques, qui n'ont pas été financés par des impôts, mais qui ont été financés par la Banque fédérale. C'est ce qui nous a donné la grande inflation entre 2020 et 2024. Et certes, nous n'avons plus d'inflation, mais les prix sont plus élevés de 20% depuis 2020. Donc, je n'y crois pas parce que Trump n'a que faire de la dette, il s'en fiche. Il est beaucoup plus intéressé par le déficit commercial, je crois. Et aussi, Trump n'est pas un économiste. En soi, ce n'est pas un idéologue. On peut ne pas être d'accord avec les détails de Reagan, par exemple, ou Margaret Thatcher, mais les deux avaient une vision économique. Trump n'a pas de vision économique. Et s'il a une vision économique, c'est qu'il n'aime pas le commerce international et qu'il n'a pas confiance en les autres pays qui volent, entre guillemets, aux États-Unis. À part ça, je ne pense pas qu'il ait vraiment d'idéologie, à part s'enrichir lui-même et, s'il pouvait, se faire réélire. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que ce qui va se passer là, pour les personnes qui vont regarder la vidéo, c'est qu'on va dire, il critique Trump, donc il est pro-Biden, il est plutôt de gauche, etc. Et pour moi, c'est important parce que on partage les mêmes idées et on fait souvent aussi le parallèle du coup avec Javier Milei, qui est en Argentine. Et à mon sens, le problème, c'est que aussi Elon Musk, qui se prétend libertarien, a quand même entretenu et continue d'entretenir des relations assez étroites avec Trump. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va assimiler Trump à Javier Milei, au mouvement des libertariens, du libéralisme, du néolibéralisme, voire même de l'extrême droite. Et qui plus est, si tu le critiques, c'est que forcément tu es Biden ou tu es de gauche. Est-ce que vraiment pour toi, il y a une relation entre Javier Milei et Trump, sachant que Trump aussi avait dit que c'était son président favori, je crois, avant l'élection de Javier Milei. Comment tu analyses ça? Et est-ce que tu peux casser un petit peu le fait? Non, il n'y a pas vraiment de relation, ou s'il en existe, c'est par accident. On peut dire que, pour commencer, déjà, ce système gauche-droite n'a plus aucun sens depuis la Révolution française. Quand on voit aux États-Unis que les deux partis, républicains autant que démocrates, augmentent les dépenses, peut-être pour de différentes choses. Les deux partis sont intéressés par l'interventionnisme. Les deux partis américains essaient de soutenir l'État-providence américain, qui n'est pas aussi développé que le français, mais à peu près 70% des dépenses fédérales aux États-Unis sont pour les retraites et la santé, qui ne figurent pas dans la Constitution américaine et qui donc sont illégales et ne relèvent pas du mandat de l'État fédéral. Et je crois qu'en plus, les États-Unis, c'est un des pays qui dépense le plus en santé au monde. Oui, alors ça a à voir, c'est une parenthèse, ça a à voir avec une question d'inefficacité, mais ça a aussi à voir avec le fait que les États-Unis ont l'industrie pharmaceutique et médicale la plus innovante, la plus avancée du monde, donc forcément, il faut que quelqu'un paie. Mais pour en revenir à cette histoire gauche-droite, je ne comprends pas maintenant, aujourd'hui, ce que ça veut dire gauche et droite, parce qu'avant, c'était simple, il y avait les royalistes qui étaient à droite, la Gironde et les Jacobins qui étaient à gauche, les libéraux au centre, etc. Alors, effectivement, je critique Trump. J'ai beaucoup critiqué Biden aussi. Biden avait l'esprit interventionniste. Biden voulait augmenter les impôts. Biden a augmenté les dépenses publiques. Ce n'était pas, du point de vue économique, un bon président. Et puis même la guerre commerciale continuait avec lui. Effectivement, la guerre commerciale a continué avec lui. Alors, au point de vue, si je dis je suis un libéral, je crois en la liberté d'échange, je crois en l'harmonie, je crois en les marchés. Enfin, ce n'est pas une croyance, c'est un fait qui s'est observé. Les marchés nourrissent les pauvres,
Paris est nourri par les marchés. Les pauvres sont nourris par les marchés. On n'a qu'à voir les pays qui ont le plus de marchés ont le moins de pauvreté. Alors, parler de gauche et de droite, ça n'a plus vraiment de sens, surtout quand on voit un parti républicain aux États-Unis qui n'a pas diminué au fil des années les dépenses de l'État. Alors, effectivement, tu as parlé de Doge tout à l'heure. Je pense que l'idée de Doge, le sentiment à la base de baisser les inefficacités, la corruption de l'État, c'est une très bonne idée. Bien sûr, ouais. C'est très important. L'État fédéral américain consomme à peu près, vous allez rire en France, l'État fédéral consomme à peu près 25% du PIB. Si seulement on avait ça en France. Il y a aussi 10 à 15% consommés par les États individuels. C'est un pays Ça reste quand même fédéral, inférieur. c'est normal. Et puis aussi 10% de frais à cause des régulations fédérales. Mais on n'en est pas au niveau de la France. Mais les partis républicains n'ont pas vraiment coupé les présidents républicains n'ont pas vraiment coupé les dépenses. Et on le voit même, Doge, je pense que c'est une idée admirable, mais ils ne se sont pas attaqués aux grosses dépenses fédérales, ils ne se sont pas attaqués aux gros programmes fédéraux de santé et de caisses de retraite, dans ce cas justement par répartition. Et ils se sont attaqués par-ci, par-là, à des choses intéressantes, mais surtout des choses qui vont faire la une des médias. Ouais. Alors je pense que l'idée est très bonne. C'est pas du tout la même chose, c'est pas la même situation qu'en Argentine. Javier Milei est un président complètement différent. Alors, on peut dire effectivement, Trump a voulu couper les impôts. C'est très bien, c'est libéral, c'est bon pour l'économie. Tout en augmentant les dépenses, tout en ayant une politique tout à fait illibérale quant au commerce international, quant à l'immigration, etc. Et donc, il y a les définitions, surtout dans le cas d'un énergumène, on peut le dire, comme M. Trump. Vraiment, il a un charisme fou. On l'aime ou on ne l'aime pas, mais c'est quand même quelqu'un d'assez exceptionnel, une très forte personnalité. On ne peut pas vraiment le mettre dans un sac ou dans un autre. Et le fait qu'on les compare souvent dans le sens où Javier Milei serait d'extrême droite, etc. Comment tu l'analyses de ton point de vue? Je n'aime pas lire Le Monde parce que c'est pas bon pour ma santé. Mon cardiologue me l'interdit. J'ai lu récemment dans Le Monde que Javier Milei était d'extrême droite et néolibéral. Alors, je ne sais toujours pas ce que veut dire néolibéral. Je crois que ça veut dire ce que je n'aime pas. Voilà, ouais. Tout ce qu'on n'aime pas, on le refourgue dans le néolibéralisme. Quand on pense que Reagan et Hillary Clinton sont, selon Le Monde et d'autres, tous les deux des néolibéraux. Ouais. Alors, nous avons d'une part Javier Milei, extrême droite et néolibéral, et le péronisme, dont je vais parler dans un instant, centre-gauche. Centre-gauche, c'est mignon, c'est gentil, alors que le péronisme a complètement détruit l'Argentine. Avant le péronisme, l'Argentine était le 8e pays le plus riche du monde. Ouais. Après le péronisme, et donc quand Javier Milei est arrivé au pouvoir, 50% presque de la population était en pauvreté, et l'Argentine est toujours le plus grand débiteur du Fonds monétaire international. Extrême droite, qu'est-ce que ça veut dire? On peut dire que Hitler était d'extrême droite, mais Hitler et Mussolini, extrême droite, c'était des partis corporatistes, c'était des partis d'ouvriers, on dit bien le national-socialisme. Est-ce que tu peux juste définir corporatisme? Le corporatisme, c'est l'idée que, on en revient à Frédéric Bastiat. Pourquoi? Parce qu'on en revient toujours à Frédéric Bastiat. Le corporatisme, c'est une version moderne inventée d'abord par Mussolini, reprise par Hitler, où nous n'avons pas la propriété publique, donc l'État ne possède pas les moyens de production, l'État ne possède pas l'industrie. Mais comme le voudrait le socialisme. Comme le voudrait le socialisme ou le communisme. Mais l'État contrôle la direction, le sens de l'économie, avec les plans quinquennaux, etc., avec la direction générale de l'économie. Mais chose la plus importante, l'État crée des intérêts spéciaux et les met en conflit pour pouvoir ensuite gérer les conflits entre ces intérêts. Donc l'État crée des castes, crée des corporations. Comme des cartels, en fait. Crée des cartels, effectivement. Alors nous avons le cartel des fonctionnaires, le cartel des enseignants, le cartel agricole, le cartel des exportateurs, etc. Et c'était l'État qui joue l'arbitre entre tous ces intérêts, au lieu de laisser faire le marché, et qui redistribue les ressources en conséquence. Et est-ce que c'est de gauche ou de droite? Ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, dans le cas de Javier Milei, quand je pense extrême droite, moi, je pense généralement restriction d'immigration, voire même racisme. On ne voit pas du tout ça chez Javier Milei.
Extrême droite, on pourrait avoir peut-être un élément de marché et de libéralisme. Ça, on l'a chez Milei, mais on l'a pas dans la soi-disant extrême droite en France. Ouais. Le Rassemblement national n'est pas un parti Pas du libéral économiquement. Au contraire, c'est un parti socialiste avec une pointe de racisme. À la différence, par exemple, de Vox en Espagne, où ils ont un programme Ah économique qui est plus libéral, Oui. avec certes cette touche comme Le Pen, avec on ferme les frontières, Oui, mais au moins, à la différence près, qu'il y a vraiment une touche libérale d'un Oui. point de vue économique. Mais ça, par exemple, en France, on l'a pas du n'a tout pas ça. avec Le Pen. on n'a pas ça. Et donc, bon, on peut parler d'immigration, on peut parler du fait que, je pense, la plupart des problèmes que nous avons avec l'immigration sont des problèmes qui ont eux-mêmes été créés par l'État, par le corporatisme, par le socialisme, par l'État-providence, etc. Mais revenons-en à Javier Milei. Il n'a rien d'extrême droite. C'est un libéral. Donc, qu'est-ce que c'est que le libéralisme? On peut dire que c'est peut-être une forme de centrisme parce qu'il ne veut pas l'intervention de l'État ni dans la société comme le voulait la droite traditionnelle, ni dans l'économie comme le voulait la gauche traditionnelle. Javier Milei n'est pas un homme d'extrême droite, c'est un libéral. Ouais. Et donc, forcément, la comparaison avec Trump, par exemple, n'a ni queue ni tête. Non. Ouais. Alors, ce que Trump et Milei ont en commun, c'est que premièrement, ils ruent dans les brancards. Et ça, on pourrait dire, en France, ce serait la classe des énarques. Je sais que c'est un nom différent, mais c'est quand même les énarques. Aux États-Unis, c'est la classe politique, la classe bureaucratique n'aime pas ça. Et deuxième chose, enfin, dans le cas de Milei en tout cas, Milei coupe les dépenses, Milei coupe les impôts. Milei est un radical de ce point de vue-là et est en train de restaurer la santé à l'Argentine, essayer de faire baisser les taux de pauvreté, faire baisser l'inflation, augmenter les emplois, etc. Et pour moi, c'est vraiment important d'insister sur le fait qu'ils ont vraiment strictement rien à voir, en tout cas d'un point de vue des idées économiques, mais pas qu'économiques, de manière générale. Et pareil, quand on le compare avec le Front National en France, moi, je m'arrache les cheveux en disant, mais ça n'a... Lisez les programmes, quoi. Je sais pas, ça n'a strictement rien à voir. Rien du tout. Milei n'a pas du tout l'intention de faire ce que, par exemple, Le Pen voudrait faire en France. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Non. Et on peut dire aussi, alors, ils ont des idées en commun parce que Trump a baissé les impôts et Milei aussi. Mais on peut réfléchir aussi à un cas de figure historique. Jean Jaurès lui-même était en faveur des retraites à capitalisation et pas à répartition. Il y a un article dans le journal où on voit effectivement ce qui disait que ça permettrait de bénéficier aux employés, enfin aux travailleurs. Aux employés, aux travailleurs, qui vont bénéficier beaucoup plus de la croissance du marché plutôt qu'une répartition qui va dépendre de la démographie, du système politique, etc. D'ailleurs, il y a le livre de Piketty où il dit le rendement du capital est supérieur au rendement de R, je ne sais plus c'était quoi exactement la formule. Donc il écrit 1000 pages à nous expliquer que le problème c'est les marchés, etc. Et à la fin il dit oui mais c'est trop dangereux parce que du coup la solution c'est investissons tous dans le marché, comme ça on aura tous des bons rendements et on sera tous riches, tous une bonne retraite, etc. Et à la fin il dit ah mais c'est trop dangereux. Donc, tu as déblaté pendant 1000 pages à nous dire que c'était pas bien parce que trop de rendement par rapport à l'économie, au PIB, etc. Et finalement, tu nous dis à la fin, oui, mais du coup, c'est pas la solution d'investir dans le marché. Je ne vais pas trop parler de M. Piketty, qui est, à mon égard, pas un économiste, mais un ingénieur économique, peut-être, qui n'a pas compris les institutions, qui n'a pas compris les marchés, et qui est potentiellement dangereux, parce que si on suit les recettes de M. Piketty, qui vont monter jusqu'à 90% de taux d'imposition. Énormément de pauvreté, et qui souffre plus de la pauvreté, les plus pauvres, les plus démunis, parce que les plus riches ont plus d'options, etc., peuvent partir à l'étranger, etc. Mais revenons-en à Jean Jaurès. Si Jaurès était en faveur de la retraite à capitalisation et non pas à répartition, est-ce que ça veut dire que M. Jaurès était un ultralibéral? Bien sûr. Est-ce qu'il était d'extrême droite? Ça n'a ni queue ni tête, ça n'a aucun sens. Mais le monde, l'intelligentsia française, la nomenclatura française, on peut dire, si on emprunte à l'Union soviétique, ne comprend pas Milei et ne comprend pas, je crois que ça a à voir avec la formation qui commence dès le lycée en France, ne comprend pas que le marché puisse être supérieur à la haute fonction publique, à la classe politique, à l'intervention d'État. Oui, parce qu'on a été, mais vraiment dès le début, d'ailleurs, on le voit, quand on fait des études en économie, pour ne pas dire tous les professeurs, sont dans le keynésianisme, donc forcément l'interventionnisme. Et ce qui se passe, tout ce qui sort de cet interventionnisme semble pas normal, quoi. C'est quelque chose qui
qui est incompréhensible pour eux. Et donc, forcément, il faut trouver des points de comparaison. Et le point de comparaison le plus proche, c'est dès qu'il y a une petite similitude au sein du programme. Ah, ben du coup, forcément, Milei, c'est extrême droite, c'est Trump, etc. En réalité, ça n'a rien à voir. Et tu parlais de l'Argentine, qui était le plus grand débiteur du FMI. Selon Javier Milei, par exemple, ¿Por qué no podemos hablar español? Pero no creo que la gente se entere si empezamos a hablar español, entonces vamos a seguir hablando francés. Voulait fermer la Banque centrale, qui à mon sens c'est une bonne nouvelle. Il ne l'a toujours pas fait. Et il s'est quand même tourné vers le FMI. Et là, j'ai vu, je regardais un petit peu les news, il y a 2 jours, il a obtenu l'équivalent, si ma mémoire est bonne, de 20 milliards de dollars. Comment tu l'analyses ça par rapport? Est-ce que ça ne serait pas en contradiction justement avec ces idées? Milei a hérité d'une situation pratiquement épouvantable, pratiquement impossible. Une situation épouvantable. Il y a eu un renouveau du péronisme qui a joué à qui tout double, en gros entre 2010 et l'investiture de Milei en 2024. La pauvreté en Argentine a augmenté en une dizaine d'années de à peu près 20-25% de la population à 40 et quelques % de la population. Donc, Milei n'est pas arrivé comme ça à Benicio en Argentine. Voilà, il n'y a pas de problème. Et Milei, parce que Le Monde, entre autres, critique Milei, il a créé plus de pauvreté, etc. Mais Milei est arrivé il a hérité d'une situation pratiquement impossible, catastrophique. Et effectivement, la pauvreté en Argentine a augmenté un petit peu, de 10% à peu près, pendant les 6 ou 8 premiers mois du mandat de Milei, mais ensuite diminué, parce que Milei a libéré les marchés, notamment de l'immobilier, de l'emploi, baissé les dépenses publiques. Il a promis 17 mois de souffrance. Il était honnête. Il a été honnête. Et je vais en revenir à un autre économiste que j'adore, que tu dois adorer aussi, Friedrich Hayek. Oui. Et Hayek parlait du péronisme. Bon, il parlait dans ce cas du cas spécifique de la Banque centrale, de l'expansion monétaire. Mais le cas de l'Argentine est le même. On sort avec les copains, on boit trop. On se réveille le lendemain avec un mal de tête impossible. 2 options. Soit on se remet à boire pour éviter le mal de tête, soit on arrête et on accepte le mal de tête. Mais alors, si on se remet à boire le 2e jour, le 3e matin, on va se sentir encore pire. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On arrête de boire ou on continue? On continue à boire. Et il y aura forcément une souffrance à un moment ou à un autre. Mais c'est comme de dire, j'ai mal à la tête parce que je n'ai pas bu aujourd'hui. Non, j'ai mal à la tête parce que j'ai consommé des litres et des litres d'alcool pendant 70 ans, 80 ans, 120 ans dans certains cas en Argentine. Et donc, Milei arrive, forcément, il y aura de la souffrance. Si l'État dépense trop et emprunte et qu'il y a une crise tous les 10 ans, c'est quand même des dépenses publiques qui vont. Mais ce n'est pas des dépenses publiques qui créent de la richesse, qui créent de l'infrastructure. Donc, Milei était dans une situation vraiment très, très difficile. Et je pense qu'effectivement, 2 choses. Premièrement, c'est nécessaire pour lui d'emprunter un petit peu pour pallier les déficits, parce que la croissance va être telle après la restructuration de l'économie que ce sera plus facile pour l'Argentine de payer. Puis aussi, il se trouve dans une situation difficile, il faut bien repayer des dettes qui existent. Pour pouvoir dollariser par la suite, etc. Puis ensuite dollariser, puis ça, on en reviendra. Et c'est, je pense, la même chose avec la fin de la Banque centrale. Il aurait pu faire immédiatement, fermer la Banque centrale, mais il l'a pas fait immédiatement pour diverses raisons. Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait effectivement, de manière générale, on refile constamment la patate chaude pour des raisons purement politiques. C'est que forcément, ça fait baisser la cote de popularité. Si on dit concrètement aux gens, vous allez souffrir, personne ne va voter pour la personne. Et on le sait très bien, aux grands dames des personnes qui cette personne est altruiste, elle va le faire pour le bien, etc. Les politiciens sont purement électoralistes, donc c'est-à-dire que leurs intentions, c'est simplement de poursuivre leur mandat, ou en tout cas d'être élu et ensuite de pouvoir le poursuivre le plus longtemps possible. Et forcément, quand on a un mandat de 4-5 ans, à moins d'être vraiment, excuse-moi du terme, dans la merde comme l'était l'Argentine, où là, effectivement, il y a quelqu'un qui peut émerger, et peut-être que ça va arriver en France, j'espère, mais il faudrait peut-être être suffisamment dans la mouise. À part ça, effectivement, il faut toujours répéter aux gens, mais pas de souci des retraites en France, il n'y a pas de souci avec la dette, on va continuer jusqu'à ce que. Et c'est ce qui s'est passé en Argentine. Est-ce que ça arrivera en France? Je ne sais pas, mais j'ose espérer qu'à un moment ou à un autre, on va se réveiller. Ça commence, mais pour autant, on est quand même encore dans un état... la plupart des personnes souhaitent de l'interventionnisme. Et d'ailleurs, on le voit, moi, ce qui me faisait rire, c'est pendant la crise... on a eu la crise des Gilets jaunes, par exemple.
les gens en avaient marre des hausses d'impôts, ce qui est très bien, c'est légitime. Et à la fin, on nous dit, du coup, il faut que l'État vienne nous trouver une solution. Bien sûr. On en revient à Bastia. Voilà, au début de la conversation. Je pense qu'on a fait le tour et on n'a plus beaucoup de temps. Juste avant de terminer, je sais que tu aimes beaucoup lire. Donc, est-ce que tu aurais des recommandations de lecture par rapport à ce qu'on a dit, même de manière générale, pour toi qui t'ont marqué? Je sais qu'on a parlé, par exemple, du livre de Henri Hazlitt, L'économie en une leçon, de Frédéric Bastiat, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Pour moi, c'est vraiment les classiques. Mais est-ce que tu as des livres vraiment que tu recommanderais autour de ces sujets pour pouvoir creuser en fait, ce thème? Frédéric Bastiat, parce que Bastiat, c'est délicieux. Il a commencé à écrire en 1848 à peu près. Il était juge avant, il est monté à Paris sous la Seconde République, il était député. Et tout ce qu'il a écrit aurait pu être écrit la semaine dernière. Ouais. Et je pense surtout quand il s'agit de commerce international, qu'il s'agit des harmonies. Parce que, je me parle un petit instant, l'immigration. Qu'est-ce que c'est que l'immigration? L'immigration, ouvrir les frontières, mais c'est surtout un état d'esprit, une ouverture d'esprit aux autres qui sont différents. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne nos propres valeurs, on n'abandonne pas le libéralisme, on n'abandonne pas la démocratie, mais ça veut dire qu'on a une certaine ouverture d'esprit. C'est pareil avec le commerce international. Et j'ai très peur que ce manque d'ouverture d'esprit mène à d'autres choses. Plus d'isolation, moins de commerce, plus de guerre, moins de restaurants étrangers, parce que quand même ça c'est important. Et donc je recommande Bastiat en commençant par ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, en commençant par les harmonies économiques, les sophismes économiques. Donc commençons par Frédéric Bastiat, c'est toujours délicieux et c'est facile à lire. Ensuite, peut-être Hayek. Alors, Hayek. Même si c'est un petit peu plus compliqué. C'est plus complexe, mais une fois qu'on a lu Bastiat, ça va mieux. Alors, le problème avec Hayek, bien entendu, c'est qu'il était autrichien, que l'anglais n'était pas sa première langue et que j'ai fait une dizaine d'années d'allemand. Quand je lis Hayek en anglais, j'entends dans mon oreille les structures syntactiques allemandes. Mais je recommande son livre un peu plus populaire de 1944. Je viens d'en parler en espagnol, donc j'ai oublié le nom en français, El Camino de la Servidumbre. C'est le chemin de la servitude. Donc le chemin de la servitude, qui s'applique tout autant aujourd'hui qu'en 1944. Donc Hayek, en 1944, voit que les États occidentaux, donc les démocraties occidentales, ont vaincu le fascisme, le national-socialisme. Et il dit, pour remplacer la démocratie libérale par une nouvelle forme de socialisme et d'interventionnisme, c'est de la folie. Parce que le socialisme, pour parler en bon français, c'est du national-socialisme light. C'est le même principe, peut-être pas la même haine raciste qui existe, mais le même principe que l'État doit tout contrôler. Mais si l'État contrôle les ressources, il va finir par contrôler aussi la pensée. Et on l'a vu aux États-Unis. Si on a un instant, on peut parler de ce qui se passe aux États-Unis avec le wokisme. Alors, le wokisme, c'est un désastre, c'est illibéral, c'est contraire à Voltaire, c'est contraire à Locke, c'est contraire à la démocratie, parce que ça crée, encore une fois, des conflits. Et je ne veux pas dire que les femmes ont été maltraitées par les pays occidentaux démocratiques, que les minorités, l'esclavage existait aux États-Unis jusqu'en 1865, la ségrégation jusqu'au début des années 1960, mais on ne résout pas des problèmes illibéraux par l'illibéralisme. C'est de la folie. Mais par contre, ce qui est embêtant, c'est que Trump, encore une fois, avec ce désir d'arrêter le wokisme, s'est penché sur les universités, c'est à regarder les universités d'industrie, etc., et leur a imposé la fin du wokisme. Qu'est-ce que le président américain a à faire avec une université privée? Le financement. Et c'est ça le gros problème, parce qu'on voit que même pour les grandes universités comme Columbia, Harvard par exemple, 30, 40, 50% des finances viennent de dépenses publiques. Ça veut dire que c'est l'État qui contrôle non seulement les fonds, mais ensuite va contrôler les idées. Et c'est très dangereux d'avoir la présence de l'État dans la recherche, parce qu'ensuite on a des problèmes de libre expression, des problèmes de liberté académique, etc. Tout ce qu'on disait, on revient à ce qu'on disait précédemment, copinage, et puis toutes les conséquences que ça peut avoir. Merci pour ton intervention, et puis on se dit à très vite. Un grand plaisir, et nous n'avons pas d'amphi à Hesperides parce que c'est une université virtuelle, mais j'espère te voir dans un amphi virtuel dans les mois qui viennent.